C'est un conflit qui, à vol d'oiseau, ne se passe pas si loin que ça des frontières de la Guyane. Nous parlons ce matin du différend territorial entre le Guyana et le Venezuela. Vieille dispute autour d'une région, l'Essequibo, riche en pétrole, ce territoire qui est actuellement sous administration du Guyana. Mais depuis plus d'un siècle, son voisin vénézuélien le revendique et considère que la Guyana Essequiba en espagnol fait partie intégrante de son territoire national. Après plusieurs semaines d'escalade verbale, un référendum a été organisé dimanche au Venezuela. Plus de 95% des électeurs ont affirmé la souveraineté de leur pays sur la région, ce qui suscite des inquiétudes à Georgetown, la capitale du Guyana, mais aussi sur la scène internationale. Pour en parler, Luis Alejandro Avila Gomez est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Luis Alejandro Avila Gomez. Vous êtes chercheur en géopolitique et responsable du programme Amérique latine de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pour commencer, j'aimerais qu'on remonte un petit peu aux origines de ce conflit. Là, on en reparle à cause du référendum qui a eu lieu dimanche. On y reviendra évidemment dans quelques minutes. Mais en fait, ça fait très longtemps que ce désaccord, il existe entre les deux pays. Est-ce que vous pourriez nous recontextualiser un petit peu les choses pour expliquer depuis quand cette région finalement, l'Essequibo, fait l'objet de cette dispute entre le Guyana et le Venezuela? Eh bien, c'est une histoire qui remonte à la constitution même des territoires dans cette zone de l'Amérique du Sud, du bouclier guyanais plus particulièrement, qui remonte, oui, à l'époque de la constitution des colonies espagnoles dans le continent américain. On a créé dans la zone en question une capitainerie générale du Venezuela, le Royaume d'Espagne, en 1777. La question, c'est qu'à l'époque, le jalonnement des territoires était très vague parce que c'était des partages et en gros, on s'est partagé l'Amérique du Sud entre l'Espagne et le Portugal et les jalonnements de l'époque n'étaient pas aussi précis. Par la suite, avec le déclin des empires espagnols et de l'empire portugais, des nouvelles puissances émergentes européennes, je veux dire, ont pu commencer à s'installer dans le continent qu'aujourd'hui on appelle latino-américain et caribéen, dans cette zone qui était, disons, à la marge des centres plus importants où des mines, par exemple, d'argent étaient exploitées, etc. C'est là où les puissances en question, celles du Royaume-Uni, mais également les Pays-Bas et le Royaume de France à l'époque. La question, c'est que du moment où on a commencé à préciser quel était le territoire du côté du Royaume-Uni, on a envoyé un géographe dont le nom était Schomburgk à faire des relevés de terrain. Les cartographies qui sont issues de ces terrains, de ces démarcations qu'il a progressivement faites, sont chevêtrées avec celles de la capitainerie générale du Venezuela. C'est une question qui remonte à cette époque-là et on peut voir un début des controverses entre l'Empire britannique et l'Empire espagnol et ensuite avec le Venezuela notamment, et indépendant, dont une des causes a été l'imprécision des jalons, pas comme aujourd'hui où on a des coordonnées très exactes pour jalonner. À l'époque, c'était beaucoup plus vague et c'était moins évident. Oui, du coup, à la base, c'est un territoire qui faisait partie du Venezuela, mais au milieu du 19e siècle, quand le Guyana était encore une colonie britannique, le Royaume-Uni, en fait, a annexé la région et depuis, en fait, le Venezuela n'a jamais reconnu cette annexion. Oui, si vous voulez, en géopolitique, on dit que nommer le territoire, c'est aussi de le contrôler. Le Royaume britannique, à l'époque, c'était la première puissance maritime et tout court au niveau mondial. Et le fait que des cartes produites par le Royaume-Uni désignant un territoire comme étant le sien, c'était fort des significations, ça avait un poids. Et la question, c'est que ces cartes ont, en quelque sorte, contribué aux yeux du Royaume-Uni à légitimer cette appropriation d'un territoire qui à la base était vénézuélien, hérité de la capitainerie générale créée en 1777 par le Royaume d'Espagne. Bon, et là, on va faire un petit saut dans le temps. En 1966, donc bien après la période qu'on a commencé à explorer, en 1966, le Guyana devient indépendant. Et juste avant, il y a ce qu'on appelle l'accord de Genève qui est signé. Il dit quoi? Il prévoit quoi exactement, cet accord? L'accord, d'abord, je fais une précision, il a été signé entre la République du Venezuela et le Royaume-Uni
avec un représentant de la Guyane britannique qui allait être indépendante par la suite. Cet accord prévoit des négociations pour résoudre ce différend qui a été soulevé pendant les années 60 par le Venezuela et par le biais des négociations qui puissent satisfaire les deux parties. Ce conflit, Luis Alejandro Avila Gomez, comment dire, sur les raisons, les intérêts à la fois pour le Guyana mais aussi pour le Venezuela, c'est pour le territoire terrestre ou surtout la façade maritime? Parce qu'on le sait bien et on en parle souvent ici, c'est une région qui est très riche en hydrocarbures, c'est une des réserves en pétrole les plus importantes au monde. D'où ma question, est-ce que la terre en tant que telle, elle intéresse vraiment les deux pays ou c'est surtout le territoire maritime en fait qui se retrouve au cœur des enjeux? Je dirais que c'est l'entièreté du territoire, les 160 000, un peu moins de kilomètres carrés des terres émergées de la Guyane Essequibo et le territoire, la projection maritime dans l'océan Atlantique. On commence à avoir une délimitation à partir de la création d'un droit de la mer, c'est-à-dire c'est un peu plus récent. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de frontières même contestées entre les deux États, ce qui laisse une sorte de continuum maritime qui aussi rend plus difficile le maintien d'un statu quo. Et l'intérêt, en répondant à la question des hydrocarbures, je ne pense pas que le Venezuela revendique ce territoire maritime davantage que le terrestre pour une raison des ressources fossiles et d'hydrocarbures, parce que c'est un État qui en possède la plus grande réserve au monde. Je ne placerai pas ce point du pétrole ou ce point économique dans la première raison. C'est assez secondaire à mon avis. Oui, donc en fait, pour résumer, depuis plus d'un siècle maintenant, il y a une sorte de statu quo qui a été obtenu bon an mal an pour préserver un petit peu les intérêts de tout le monde. Sauf que là, dernièrement, il y a eu la découverte, je crois que ça a commencé en 2015, la découverte de gisements pétroliers au large du Guyana par la compagnie ExxonMobil. Il faut pas non plus tout résumer sous l'angle du pétrole et des intérêts purement économiques. Non, bien sûr que non. Il ne faut pas résumer tout sur l'angle du pétrole. Mais comment dire, le territoire est actuellement administré, la Guyane Essequibo, par le Guyana, qui a introduit auprès de la Cour internationale de justice une requête pour que la Cour internationale de justice résoudre la controverse et réalise le partage territorial. Mais la question, c'est que le Venezuela n'est pas d'accord avec ce recours. Et si l'on se souvient de l'accord de Genève, il faut que les deux parties soient d'accord. Et dans la frontière qui est contestée, et qui est issu d'un arbitrage en 1899, l'arbitrage de Paris, il existe une ligne entre les deux États. Et cette ligne permet un statu quo, parce que pour le Guyana, c'est la limite de son territoire national. Mais pour le Venezuela, c'est une ligne rouge au-delà de laquelle tout passage serait vu comme une transgression par le Guyana. C'est pourquoi l'existence même de cette ligne, que l'un conteste donc et que l'autre revendique, permet le maintien d'un statu quo. La question avec le territoire maritime, c'est qu'il n'y en a pas de lignes, même contestées entre les deux États. Les seules frontières qui existent dans cette région maritime sont celles du Guyana avec le Suriname, qui ont été le produit d'un arbitrage en 2007, si ma mémoire est bonne, et la frontière de l'autre côté, entre le maritime, entre le Venezuela et Trinité et Tobago, qui a été le produit d'un accord bilatéral en 1990. À l'intérieur de ce grand espace, il n'y a pas de ligne qui divise les territoires appartenant au Guyana et ceux au Venezuela. La question qui a attissé les tensions, c'est que le Guyana a, sur ce territoire maritime, créé des blocs pétroliers qui vont de la frontière du Venezuela avec le Trinité et Tobago jusqu'à la frontière avec le Suriname, tout le large de ce territoire. Cette territorialisation conflictuelle d'un espace maritime qui est disputé augmente les tensions. C'est le fait de créer unilatéralement des dispositifs de contrôle spatial qui augmentent les tensions entre ces deux acteurs que le fait qu'il y existe des enjeux économiques, en l'occurrence des hydrocarbures. Ce référendum qui était organisé dimanche, il est regardé comment par les Vénézuéliens? Je crois qu'il y avait 20 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes. Il y a la moitié, un peu plus de la moitié, 10 millions à peu près qui ont voté. Je sais bien que c'est difficile d'avoir une idée précise du rapport global de tous les Vénézuéliens sur cette affaire-là, mais est-ce qu'on arrive à savoir à peu près comment est-ce qu'ils considèrent la région? Est-ce que c'est un sujet qui fait consensus, on va dire, au sein de toute la classe politique vénézuélienne? C'est vrai que toute généralisation est à voir en tant que telle, en tant que généralisation. Et si vous voulez, j'ai vécu aussi ma jeunesse là-bas. On est d'accord et on fait bloc, autant au Venezuela qu'au Guyana,
pour dire que la Guyane Essequibo appartient à leur territoire national. Du côté du Venezuela, les Vénézuéliens grandissent, sont éduqués à l'école avec le territoire de la Guyane Essequibo dans les manuels scolaires. En 2006, si ma mémoire est bonne, on a revendiqué la 8e étoile du drapeau vénézuélien qui représente la région de la Guyana. D'une manière, oui, générale, les Vénézuéliens font bloc pour dire que le Guyane Essequibo appartient à leur territoire national et c'est une question transpartisane, hein. C'est de tous bords politiques. C'est une question de tous les bords politiques sont d'accord pour dire cela. C'est quoi exactement la question, d'ailleurs, les questions qui ont été posées dimanche aux Vénézuéliens lors du référendum? Je les ai pas devant moi, mais de mémoire, il y en avait 5. Une des plus représentatives, c'est la 5e, qui demande aux Vénézuéliens s'ils sont d'accord pour la création de l'État de la Guayana Essequiba en espagnol, c'est-à-dire un 24e État vénézuélien. D'autres questions évoquaient le fait de demander l'accord pour rester dans le cadre de l'accord de Genève de 1966 pour continuer les négociations et de ne pas reconnaître la juridiction de la Cour internationale de justice dans le procès qui a été entamé en 2018 avec l'introduction par le Guyana en mars d'une requête demandant de valider la frontière de 1899. D'ailleurs, puisque vous en parlez, Luis Alejandro Avila Gomez, que peut véritablement la Cour internationale de justice? Je le rappelle, le Guyana lui avait demandé de contraindre le Venezuela à arrêter de toute urgence le référendum. Finalement, on l'a bien vu, le référendum a été organisé. Est-ce que vous croyez véritablement que la Cour internationale peut arbitrer ce conflit vu les récentes déclarations des autorités vénézuéliennes? Je cite par exemple la vice-présidente du Venezuela qui a déclaré que rien dans le droit international ne permet à la Cour de s'immiscer dans les affaires intérieures du Venezuela. Je ne suis pas un spécialiste du droit international, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans la demande des mesures conservatoires visant à empêcher le Venezuela de tenir le référendum introduite par le Guyana auprès de la Cour internationale de justice, la Cour, le 1er décembre, a issu son ordonnance qui ne répond pas aux demandes de Guyana, et en tout cas directement, c'est-à-dire d'interdire la tenue de ce référendum, mais demande aux deux parties de ne pas faire en sorte que les tensions et que les différends s'étendent et s'intensifient. La question avec les institutions internationales, c'est que du moment où la raison d'État est invoquée, on passe outre le droit international. Plusieurs États dans le monde disent à intervalles plus ou moins réguliers qu'il n'y a pas de loi au-dessus de leur constitution nationale, surtout sur des sujets aussi vitaux comme le territoire. Oui, bien sûr, ce point-là, c'est pas quelque chose de propre à ce conflit en particulier. Non, c'est pas une question propre. D'ailleurs, en Amérique latine et caribéenne, des disputes territoriales, on en a plusieurs, et la Cour internationale a été saisie beaucoup ces dernières années, par exemple entre le Nicaragua et la Costa Rica, oui, il y a le cas emblématique de la Bolivie et du Chili. Et la question, c'est que du moment où c'est des disputes territoriales, les décisions doivent être acceptées par les parties pour être efficaces. Autrement, la question, c'est que du moment où on impose une décision, un partage territorial qui peut être suffoqué par la coercition internationale, ça peut tenir un moment, mais ça n'empêche que plus tard, cette revendication ou ces problèmes mal réglés puissent ressurgir à nouveau. Il y a un risque, à vos yeux, il y a un risque de militarisation de ce conflit, selon vous? La symétrie des pouvoirs présente entre le Guyana et le Venezuela est tellement importante qu'il n'est pas possible qu'il existe une guerre entre les deux États. Il y a une myriade de scénarios possibles qui puissent inclure, oui, des actions ou des armes. Mais je dirais que la montée en tension, l'escalade actuelle entre ces deux États, et avec des provocations ou un discours plus ou moins belliciste de chaque côté, fait qu'on joue avec le feu, parce que du moment que ce sont des enjeux aussi forts, aussi lourds, comme le territoire, la nation, au-delà du franchissement d'un certain seuil, toute éventuelle désescalade serait très très difficile à effectuer. Je veux dire en clair, commence à y avoir des personnes qui meurent en défendant la souveraineté de l'Essequibo, d'un côté comme de l'autre,
il y aura une nouvelle scénario va s'ouvrir parce que ça va rendre beaucoup plus difficile toute résolution. Mais comment dire, l'organisation de ce référendum, est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux ou bien c'est surtout un signal que le gouvernement vénézuélien envoie à sa population pour essayer de ressouder les liens autour, je vous cite, d'une question nationale en temps de crise? Oui, ça c'est un des volets et des raisons. Une autre, c'est que tant le Venezuela comme le Guyana se sont inscrits tous les deux dans son cycle d'actes de rétorsion. Il y a en 2011, le Guyana a demandé à la Commission des limites des plateaux continentaux de l'ONU d'élargir la plateforme continentale de 200 000 marins à 350 000 marins. Mais le Venezuela a rétorqué, non, mais on ne peut pas faire cela parce que c'est un territoire qui n'a pas encore été délimité et ne vous appartient pas à vous. Ensuite, il y a eu toute une série d'actions. Le Guyana a octroyé des permis de prospection pétrolière dans la zone et le Venezuela a arrêté un navire qui était très près de la frontière dont je vous parlais, maritime, entre le Venezuela et Trinité et Tobago, d'une entreprise en concession par le Guyana. Ça, c'était, disons, parmi les premiers actes, mais comme ceci, il y en a eu plusieurs de chaque côté et des actions qui ont fait monter in crescendo les tensions. Oui, comme une série en fait de plein de petits événements qui, cumulés les uns aux autres, montrent que la tension s'installe et s'intensifie peu à peu. Oui, et sur ce point-là, c'est vrai que le développement pétrolier offshore a été un élément important dans l'augmentation des tensions entre les deux pays, par le fait qu'il n'y a pas de ligne de partage, même contestée dans cette zone maritime, ce qui a fait qu'il y a eu des cas comme celui de 2013, où très proche de la frontière maritime avec Trinité et Tobago, le Venezuela s'est senti légitime pour dire que non, qu'on ne peut pas disposer des territoires maritimes de cette manière. Dernière question, Luis Alejandro Avila Gomez. Qu'est-ce qu'on peut dire des conséquences de ce conflit sur toute la région sud-américaine? Et là, je pense notamment au Brésil, qui a annoncé la semaine dernière renforcer sa présence militaire dans le nord du pays. On a commencé, si vous voulez, en Amérique du Sud, le siècle engagé dans la construction d'une solidarité de destin qui a été matérialisée progressivement par des projets communs. Et au sein de l'UNASUR, par exemple, il y a eu des projets d'aménagement du territoire, et c'est-à-dire avec le Venezuela et le Guyana qui coopéraient, et de manière bilatérale, mais aussi dans le cadre d'un projet plus grand, qui était celui de l'UNASUR. C'était une époque où les tensions étaient très basses. Aujourd'hui, on voit bien que les tensions sont beaucoup plus grandes, la situation s'est beaucoup dégradée. Et à une fragmentation, oui, si la CARICOM, l'organisation d'État américain, pour dire des organisations de la région, s'alignent avec la position guyanienne. Le Brésil craint, je pense, Celso Amorim, il y a quelques jours, ou une semaine, ou une dizaine de jours, est allé à Caracas pour parler avec le président et avec le gouvernement de cette question. Et parce que même si Lula, c'est un ami même personnel depuis l'époque Chavez et de Maduro, il y a la préoccupation qu'un conflit dans cette région puisse la déstabiliser. Et ça va, en l'occurrence, à l'encontre des intérêts brésiliens qui cherchent que la zone reste une zone sans conflit. Merci beaucoup Luis Alejandro Avila Gomez d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes chercheur en géopolitique et responsable du programme Amérique latine de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci encore, très bonne journée à vous. À très bientôt, au revoir.